Monsieur le ministre, cher Stéphane, Monsieur le Président Louette, Madame la Présidente Javary, chers collègues, chers étudiants, chers tous, au nom de notre école ESCP, je vous souhaite la bienvenue à l'ESCP. Vous savez, nous sommes une jeune start-up de 204 ans, comme cher Stéphane il sait très bien. Et je suis très fier de vous accueillir la Semaine de l'Europe, d'autant plus que l'ESCP fête son 50e anniversaire cette année sur son modèle multicampus européen d'excellence. Je tiens d'abord à remercier toute l'équipe Tribune, Margot, Armand, Victor, Hugo, Chloé, Apolline notamment, et tous nos partenaires, notamment Europa Nova, Guillaume Clossat, Isabelle Négrier, pour cette formidable semaine. Comme je disais, depuis 204 ans maintenant, l'ESCP fait face aux défis et traverse les différentes transitions, voire révolutions. Révolution industrielle, bulle Internet, plus récemment la Covid, et maintenant la transition numérique. Pour faire face à ces défis, l'ESCP prépare des futurs responsables, leaders, entrepreneurs à créer une société plus juste, plus durable, plus paisible et aussi qui auront un impact positif, durable sur notre planète, sur les sociétés et dans les organisations. Ce qui veut dire que tout élève de l'ESCP doit acquérir 5 dimensions, 5 états d'esprit que j'appelle les mindsets. Le premier état d'esprit, mindset, c'est l'ESG, environnementaux, sociaux de gouvernance, y compris l'éthique, c'est obligatoire. Le deuxième, c'est l'esprit entrepreneurial. Pas tous seront des entrepreneurs comme Stéphane Distinguin, fondateur de Faber-Noël, mais ils auront l'esprit de Stéphane Distinguin. Entrepreneurial. Troisième dimension qu'ils doivent acquérir, combinée avec les deux premières, c'est l'hybridation des compétences, c'est-à-dire le croisement des compétences. On peut faire de l'art avec du management, avec du droit, etc., l'ingénierie, etc. Ça, c'est obligatoire. Évidemment, ce qui nous intéresse ce soir, c'est aussi l'esprit multiculturalisme, c'est-à-dire comment se mouvoir entre les cultures, comment travailler avec les différentes nationalités. À l'ESCP, nous avons la chance d'accueillir plus de 132 nationalités. Donc, comment savoir travailler ensemble? Et le dernier mindset, c'est-à-dire de dimension, l'esprit, c'est la tech, que j'appelle le ABCD. ABCD, c'est un acronyme, ça veut dire AI, Big Data, Blockchain, Cyber Security, Coding et Digital Transformation. Alors, dans cette perspective, évidemment, la table ronde de ce soir, quelle transition numérique et industrielle pour l'Union européenne est clé et stratégique pour notre communauté? Deux questions me viennent à l'esprit. Quel sera l'impact des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, le métaverse, dans notre société et plus précisément dans l'enseignement, dans le contexte de la sobriété énergétique et dans la transition écologique? Deuxième question, quelle réponse européenne qu'on peut apporter face aux réseaux sociaux américains et chinois, tout en protégeant des données personnelles? Des éléments de réponse seront probablement apportés par nos invités prestigieux ce soir. Monsieur le ministre Cédric O, ancien secrétaire d'État au numérique et actuel conseiller auprès de l'Agence spatiale européenne.
Personne n'est parfait, ancien élève d'HEC. Voilà. Madame la présidente Sophie Javary, directrice Corporate Investment Banking, EMEA, de la zone de, EMEA de BNP Paribas, décidément, ancien élève d'HEC. Enfin, Monsieur Stéphane Distinguin, entrepreneur engagé, président de l'Association des anciens de l'ECP. Ah, enfin un ECP, merci, bravo. Vous voyez que nous, à l'ECP, nous formons aussi des entrepreneurs engagés. Et Monsieur Pierre Louette, président du groupe Les Écoles Parisiens. Et aussi par visio, on aura le député Monsieur Sandro Gozzi. Un grand merci à tous nos invités et nous sommes impatients pour votre partage d'expériences et de débats. Et je vais céder la parole à Armand et à Hugo. Excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Loulouza, pour ces mots. On va peut-être commencer par visionner la vidéo de Monsieur Gozzi, et puis on enchaînera ensuite avec nos parties de questions. Merci à Parole et à Open Borders Institute pour cette belle initiative. Mon message, c'est que seulement l'Europe peut nous permettre de retrouver les contrôles sur la grande question du présent et de l'avenir, qui est la question du numérique. Et nous avons commencé à le faire. Et nous avons commencé à bâtir cette souveraineté européenne dans l'affaire du siècle, qui est le numérique, avec bien évidemment le climat. Mais sur le numérique, nous avons finalement adopté, premier au monde, des lois qui finalement donnent les bonnes règles sur les services numériques et qui réorganisent les marchés numériques. Il s'agit de ces dont vous allez parler aussi, les Digital Services Act, les Digital Market Act, mais on va aller plus loin. On est en train de travailler à Bruxelles sur une nouvelle loi sur l'intelligence artificielle, mais ceci ne suffit pas non plus. Et les sujets que je porte et sur lesquels nous sommes en train de négocier avec les gouvernements, avec les conseils, après avoir obtenu une large majorité au Parlement européen, c'est de nouvelles règles sur la publicité politique, notamment sur tout ce qui se passe online, en ligne. Parce qu'une bonne partie de la démocratie est en jeu, une bonne partie du marché unique est en jeu, une bonne partie des enjeux de transparence sont en jeu, et une bonne partie aussi de la possibilité de construire une véritable politique transnationale est aussi en jeu. C'est pour cela que nous voulons introduire, en vue des élections européennes de 2024, mais cela devra valoir pour toute élection à l'intérieur de l'Union européenne, de nouvelles règles qui tout d'abord assurent plus de transparence. Quand il y a un post sur Facebook, quand il y a un influenceur qui s'exprime pour ou contre, par exemple, l'énergie nucléaire, tout cela doit être transparent. Si quelqu'un fait une campagne pour quelqu'un d'autre, il faut le savoir. Si un citoyen reçoit un poste qui fait partie d'une campagne électorale, doit savoir qui finance qui et pourquoi. Donc, plus de transparence sur tout ce qui s'est fait en ligne dans les processus démocratiques, dans les processus électoraux, dans les processus référendaires. Un véritable marché unique des services de politique, des services de publicité politique. Aujourd'hui, il y a trop de barrières. La possibilité de mener des véritables campagnes transnationales. Aujourd'hui, c'est impossible parce que les règles varient dans les 27 États membres. Et aussi une meilleure protection des ingérences étrangères, parce que nous voulons interdire la possibilité de financer des campagnes électorales de la part des acteurs non européens. Voilà des réponses qui vont dans la bonne direction, dans la direction d'une meilleure démocratie, dans la direction d'un meilleur marché unique, et surtout répondre aux besoins de protéger et de renforcer nos démocraties. Voilà, donc c'était la vidéo de Monsieur Gozzi, qui, on le rappelle, est donc député européen et ancien ministre des Affaires étrangères italien. Tout d'abord, vous souhaitez peut-être réagir à ce que Monsieur Gozzi vient de dire ? Bien sûr.
D'abord, Sandro connaît bien les sujets. On a beaucoup travaillé avec lui. Il se trouve que donc j'ai été ministre du numérique et en premier semestre de 2022, comme la France présidait le Conseil de l'Union européenne, c'est donc moi qui ai mené les négociations sur les deux textes dont il parle, le DSA et le DMA. Et je pense qu'il y a plusieurs éléments dans ce qu'il dit. Le numérique pose un certain nombre de questions et de défis, et je pense qu'on en parlera ce soir. Il pose d'abord un défi de compétitivité. C'est-à-dire, je pense que c'est le premier sujet qui est en jeu, c'est est-ce que l'Europe sera au rendez-vous du tournant technologique que c'est ? Et si l'Europe n'est pas capable d'être au rendez-vous du tournant technologique que c'est, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne sorte pas de l'histoire de la même manière que quand des continents ou des pays ont raté des tournants technologiques, ils sont sortis de l'histoire. Parce que si vous prenez la Chine, par exemple, elle a raté le tournant technologique de la mécanisation, de la vapeur, de l'électrification à la fin du 19e, début du 20e. Elle sort de l'histoire pendant 20 ans. Elle est dominée économiquement, elle est dominée technologiquement, pour des raisons politiques aussi, et donc elle est dominée géostratégiquement. Et c'est la première question qui, je pense, se pose à nous, que d'ailleurs Sandro évoquait, avec une évidence aujourd'hui, que ce soit macroéconomiquement ou dans notre vie de tous les jours à travers un certain nombre d'outils, le numérique est dominé par les Américains. Ça, c'est la première question. Et il y a une deuxième question, enfin il y en a d'autres d'ailleurs, mais qui me semble le pendant, c'est que le numérique, c'est pas qu'un vecteur économique. Et là, Sandro l'a beaucoup évoqué, ça modèle en partie la société, ça modèle en partie l'espace informationnel tel qu'on le connaît. Et il y a une question de régulation, qui est une énorme question. Et l'Europe a un agenda de régulation qui est extrêmement intéressant et en avance, notamment avec ces deux textes, le DSA et le DMA, qui sont, je pense, les deux textes les plus, peut-être les plus importants de l'histoire de la régulation du numérique. Voilà. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on a travaillé avec Sandro. Et qui sont ceux qu'on doit évoquer ce soir. Effectivement, on va bien sûr y revenir, enfin, on va aborder toutes ces questions. Et peut-être commencer par les enjeux de souveraineté numérique, et notamment aussi les enjeux industriels que M. Gauzy a également évoqués. On se souvient tous de cette crise des microprocesseurs qui est survenue l'année dernière. Et donc, il y avait le commissaire Thierry Breton qui rappelait justement l'année dernière qu'en fait on dépendait à 80% de l'Asie et à 60% de Taïwan sur ces microprocesseurs. Donc conscient de ces enjeux, la Commission avait proposé un plan de 42 milliards pour construire des sites de production européens. Mais est-ce que ce plan-là est suffisant ? Est-ce qu'on parviendra à rattraper le retard déjà sur l'aspect industriel ? Peut-être Monsieur Louet, si vous voulez réagir également. Non, sur le plan, on y reviendra, mais Cédric connaît ça beaucoup mieux que moi. Moi, j'avais juste envie de dire deux mots quand même au début, parce que pour rentrer un peu dans le... D'abord, je suis très content qu'on soit là devant des étudiants, pas que des étudiants, ou alors des étudiants qui ont déjà un peu étudié longtemps, mais pour parler d'Europe, parce que c'est vraiment... un sujet totalement central dans la régulation de nos vies, et je pense qu'il y a beaucoup de convaincus ici, mais c'est... Deuxièmement, une chose qui, moi, m'a beaucoup frappé, j'ai été une sorte de praticien, en fait, ou de consommateur de la régulation européenne, ou aussi d'adversaire à un certain moment dans les télécoms. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est déjà une première prise de conscience, c'est la lenteur avec laquelle l'Europe a reconnu que le numérique était un sujet central. Si on regarde un petit peu dans l'histoire, il aura fallu quand même 18 ans, je crois, après la naissance de Google pour qu'il y ait un premier sommet européen consacré au numérique. C'est un peu la vitesse de réaction de Rantanplan de Lucky Luke. C'est-à-dire que le cow-boy lui marche sur la queue et dit « mais je connais ce cow-boy », mais à la fin de l'épisode. 18 ans, c'est pas du tout le rythme du numérique. Alors c'est facile de dire ça, c'est un peu provoque, mais ça m'a quand même beaucoup frappé. Il y avait plein de sommets sur tous les sujets, il n'y en avait pas là-dessus. Et Google était déjà devenu, en fait, le régulateur de l'accès à l'information du monde, était déjà devenu la recherche du monde, et Facebook était déjà devenu, comme je dis souvent, l'agora du monde. Donc ça, c'était pas à la hauteur. Ça a changé. Il y a des gens ici qui ont contribué à ce que ça change, mais on a mis longtemps à démarrer. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. C'est-à-dire que la vitesse de propagation dans les hautes sphères, au fond, de l'idée selon laquelle le numérique est un secteur central qui est en train de tout, et qui a tout bouleversé, enfin, depuis qu'on dit qu'il est en train, il a tout bouleversé,
dans tous les domaines de l'économie, n'a pas été assez bien appréhendé. Troisième chose aussi qui me vient à l'esprit quand on démarre ces échanges, c'est que la capacité de production qu'a l'Europe de textes relatifs au numérique est devenue grande. Elle était assez faible. On a longtemps vécu avec des directives très anciennes et assez obsolètes, plutôt sur le commerce, le e-commerce, et pas tellement sur les autres sujets centraux du numérique. Et alors là, il y a un moment dans lequel la production est très grande. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a plusieurs textes qui, DSA, DMA, EMFA demain, qui concerne, et au sens presque britannique du terme, interroge et inquiète un peu les gens dans les médias, en tout cas une partie d'entre eux. Là, tout d'un coup, on s'est mis à beaucoup produire. Donc ça, c'est bien, mais on retrouve le sujet central, à mes yeux, à l'Europe, c'est que la production de la norme est extrêmement complexe. La Commission propose, le Parlement intervient, les États finissent par faire des synthèses. Les textes sont parfois difficilement intelligibles. Et je le dis très simplement, encore une fois, ce n'est pas uniquement un problème de parler telle ou telle langue de l'Europe, mais c'est qu'il y a eu tellement de négociations, tellement d'accords, de transactions en fait, avant que la norme soit produite, que c'est compliqué à suivre. Alors, en tout cas, aujourd'hui, on a un dispositif renforcé. Ça va évoluer encore dans le futur avec le MFA, dont une partie pourrait être traitée par directive, semble-t-il, mais qui va aussi se superposer à l'ordre juridique de tous les pays en question. Donc, moi, je suis plutôt pour plus d'Europe, en règle générale, absolument. Une Europe qui produise une norme plus intelligible, ça me paraîtrait quand même pas mal, quelque chose qu'on puisse mieux appréhender. Et puis, enfin, cette Europe qui se dise, et c'est ce que Thierry Breton fait singulièrement auprès de Madame Vestager, mais il faut vraiment prendre des mesures de politique industrielle. Ce qu'on a, je ne veux pas être trop long non plus, mais ce qu'on a largement oublié pendant des années, c'est que pendant qu'on n'en faisait plus, les États-Unis en faisaient tout le temps. Et que pendant que les États-Unis faisaient de l'exportation de leurs immenses entreprises qui bénéficiaient d'un marché unique parfaitement fonctionnel, là où, moi, dans les télécoms, quand on était opérateur en France et qu'on allait en Roumanie, en Belgique, en Espagne, à chaque fois, il fallait que j'apprenne en fait une nouvelle régulation, un nouveau droit de la consommation, un droit de la concurrence appliqué autrement, des dispositifs réglementaires. Voilà. Donc il n'y avait pas un marché unique, c'est pas vrai, quoi. Il n'est pas entièrement intégré, et sans parler de la fiscalité et d'un ensemble de choses. On a besoin de cette intégration-là pour qu'une start-up qui se crée, telle que Stéphane en fait, puisse se propager et franchir les frontières, sauter les frontières sans problème. Moi, je n'ai pas vu beaucoup encore des Françaises aller partout. Blablacar a franchi le Rhin et à 2 ou 3 endroits. Il y en a quelques-unes certainement dont j'ignore les noms, mais c'est pas facile, c'est pas spontané. C'est pas vrai qu'on a accès à un marché de 360 millions de consommateurs tout de suite. Donc voilà, un appel à plus d'Europe et à mettre ça sur la table parce que c'est comme ça qu'on pourra avancer. Monsieur Distinguin ou Madame Javary, vous voulez peut-être réagir également? Oui, moi je voulais apporter un aspect qui est l'aspect évidemment du financement de tout cet écosystème. Et effectivement, l'industrie américaine du numérique, elle s'est construite sur un écosystème de financement qui est extrêmement puissant, qui permet de financer à la fois des chercheurs, des entrepreneurs presque au sein des universités. Les universités elles-mêmes ont des fonds de pension qui sont capables de financer et de faire du venture alors on a commencé en France, il y a un petit fonds HEC, on a créé un petit fonds de venture, mais tout ça, c'est des sommes qui sont petites. Mais il y a un continuum ensuite de financement privé, de venture, de ce qu'on appelle le gros, et puis ensuite, évidemment, des marchés boursiers qui sont extrêmement puissants et qui ont permis à des sociétés, même perdant de l'argent pendant des années, de pouvoir lever des fonds sur le Nasdaq notamment. Donc, l'aspect financier est extrêmement important en fait si on veut construire cette Europe du numérique. Il est évident que c'est la dimension européenne qui est la bonne dimension. Ce qui s'est passé, qui est quand même en fait un élément dont il faut se rappeler, c'est qu'on a malheureusement eu le Brexit, c'est-à-dire qu'on avait des marchés financiers en Europe qui comprenait Londres, qui est un marché extrêmement puissant. Et puis avec le Brexit, on s'est retrouvé en fait maintenant avec des marchés de capitaux en Europe qui deviennent concurrentiels entre l'Union européenne et Londres, qui elle-même cherche sa place. Donc c'est absolument essentiel si on veut aller encore plus sur le financement, d'arriver à avoir autant de licornes qu'aux États-Unis, etc., de créer ce continuum de financement. Alors il y a des choses très positives.
initiatives qui sont en train d'être faites, notamment l'Europe est en train de créer un fonds qui s'appelle Scale Up et qui est, à mon avis, une initiative extrêmement intéressante. Ensuite, il faudra probablement, toutes les initiatives vont être franco-allemandes, enfin il faut que la France et l'Allemagne travaillent ensemble à des initiatives communes et donnent l'exemple. Et ensuite, on a, je pense, la capacité de aussi se reposer sur des petits écosystèmes qui existent en Europe et qui fonctionnent très bien. Par exemple, en Scandinavie, il y a un écosystème de financement de l'innovation qui fonctionne bien, avec une capacité à flécher l'épargne vers le financement des entreprises innovantes. Alors, qu'est-ce qu'on a de positif en Europe pour y arriver ? Je pense qu'il faut se rappeler que l'Europe est quand même un pays, enfin, est quand même une zone dans laquelle il y a un excédent d'épargne, donc on a beaucoup d'épargne, ça c'est un point positif. Ensuite, je pense qu'il y a une reconnaissance maintenant et une espèce de fierté des entrepreneurs. Je pense qu'il y a 15 ou 20 ans, ce n'était pas le cas. Et maintenant, sans doute, à l'ESCP, ici, il y a peut-être le tiers d'entre vous, 25% d'entre vous qui seront entrepreneurs, qui veulent. Et le fait que votre directeur affiche la notion et la valeur d'entrepreneuriat, je pense que ça, c'est extrêmement positif. Et tout ce qu'on peut faire pour effectivement que les talents nourrissent effectivement ce flux d'entrepreneurs. Alors moi, je voudrais citer 2 exemples concrets qui me semblent être... on parle de European Pride, mais... Donc, moi, j'ai mené l'introduction en bourse, par exemple, d'OVH Cloud. Et OVH, c'est une réussite française. C'est une société qu'on a réussi à amener à la bourse. Je rappellerai que c'est une société qui est encore dirigée par la première génération d'un entrepreneur, Octave Klaba, qui est arrivé à Tourcoing en classe de 4e, de Pologne, ne parlant pas français, et qui est devenu effectivement un ingénieur qui a réussi avec son père, avec sa famille. Enfin, c'est une histoire entrepreneuriale magnifique. Donc il faut qu'on ait beaucoup plus d'OVH et ils portent eux-mêmes le sujet de la souveraineté européenne dans leur discours. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ensuite, je suis au conseil d'administration d'une société qui s'appelle Adevinta. Je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous, peut-être dans la salle, qui sait qui est Adevinta. Mais c'est la maison mère du Bon Coin. Et le Bon Coin, c'est une réussite aussi française. Dans les classifieds, qui est le métier du Bon Coin, les Européens sont en pointe. Et on a même réussi chez Adevinta à racheter à eBay tous les actifs européens parce que eBay n'arrivait pas à les gérer. Donc, je pense qu'il faut mettre en avant toutes ces réussites et s'appuyer sur celles-là. Et donc, dans ce contexte, l'union des marchés de capitaux va être essentielle aussi au niveau européen. Donc, on parle des régulations, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire pour créer cette attractivité des marchés financiers européens. Très bien, merci. Monsieur Distinguin. Déjà, moi, je commencerais par dire qu'on ne se connaît pas. C'est un peu... Cédric initie un projet avec un entrepreneur qui a introduit, tu me l'apprenais, une entreprise en bourse en Allemagne pour une valorisation de 10 milliards. Et il me dit, Otto Heinz, moi, c'est vrai que je ne connais pas, je ne sais même pas ce qu'ils font. Je trouve qu'une façon générale, on a du mal aussi à se connaître parce que j'entendais Pierre avec intérêt et je partage complètement ce qu'il a dit, mais aussi je me disais tiens c'est marrant parce que j'ai pu aussi avoir à certains moments l'impression totalement inverse, c'est-à-dire d'un trop grand amour du politique pour le numérique. Qu'il n'y a pas beaucoup de pays où chaque année Emmanuel Macron va comme au salon de l'agriculture à Vivatech, vous connaissez bien, honorer en fait les start-upers, que quand il y a pas mal d'années j'ai eu la chance de faire les premières visites dans la Silicon Valley et chez Google du maire de Paris qui était Bertrand Delanoë à l'époque parce qu'on voulait mettre du Wi-Fi gratuit partout dans Paris et s'inspirer de ce qu'avait fait Google à Mountain View. Quand je parlais aux homologues à la mairie de San Francisco de la mairie de Paris, ils n'avaient pas de direction du numérique, il n'y avait personne qui s'en occupait. Ils nous disaient mais à quoi bon ? De toute façon, le maire, il va déjeuner avec, je ne sais pas, Benioff ou un des fondateurs de Google, et c'est comme ça que les choses se font. Alors que nous, on avait des gens qui s'occupaient du numérique, un service public du numérique. Donc c'est assez surprenant parce que c'est tout à fait vrai, et en même temps, il y a eu une volonté politique, que cette volonté politique, elle s'est aussi exprimée avec
avec, vous savez, ce bon mot qui fait rager quand on est dans ma position, mais qui est celui de dire que les Américains inventent, les Chinois copient et les Européens taxent ou régulent. Et que c'est vrai qu'on a apporté au monde l'RGPD, par exemple, qui est une vision du numérique, qui est pour le coup très en avance sur tous les autres écosystèmes, et que ça a souvent été notre rapport. À tel point aussi, excusez-moi, je vous interpelle encore, Pierre, c'est que je vous ai travaillé chez Orange, je crois. Et ça m'a toujours impressionné parce que je vais vous donner un autre exemple qui m'a souvent amusé et que j'utilise, c'est celui du lancement de l'iPhone dans le monde. On lance l'iPhone. Steve Jobs, qui était le génie qu'on sait, mais qui parfois pensait des conneries, s'était dit, il faut que dans chacun des pays, je sois en exclusivité avec un opérateur. C'est ce qu'il a fait dans à peu près tous les pays. Il arrive en France, vous confirmerez, j'espère, on lui dit, concurrence. Vous ne pouvez pas le faire qu'avec Orange, qui avait bossé, il avait bossé comme des chiens pendant des mois et des mois, de façon à être l'opérateur qui lancerait. Part de marché la plus forte au monde d'Apple, la France. Parce qu'en fait, on a à l'inverse, on a dit vous n'avez pas le droit, c'est la concurrence, et à la fin, c'est Apple, Orange, SFR, Bouygues Télécom, ils étaient 3 à l'époque, ont vendu de l'iPhone, et il y en a eu beaucoup plus qu'ailleurs, et ça dure encore, je crois, que l'iPhone soit aussi important. Donc il y a aussi cette passion parfois un peu morbide qui fait qu'on a tendance à réguler un petit peu plus, vous savez, que les autres, et qu'on finit par se tirer dans le pied, me semble-t-il. Autre point où on ne se connaît pas assez, c'est que moi je me suis souvent dit en tant qu'entrepreneur que la frontière qu'on avait tous, c'est pas le Rhin, c'est pas Sandro, j'ai oublié son nom, excusez-moi, je devrais le connaître, est italien. Il n'y a pas de culture européenne de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de culture européenne de l'entrepreneuriat. Donc ça veut dire que notre frontière à tous, c'est la Silicon Valley. À tel point que, et ça sera enfin un autre point, c'est que je parle souvent dans ces cas-là de syndrome NBA, vous connaissez sans doute, c'est-à-dire qu'il y a un championnat qui s'appelle la NBA, qui est chez eux, et le reste du monde qui joue au basket. Mais c'est pas, vous voyez, c'est cette belle expression de seconde best, c'est qu'il y a un décrochage énorme. Et Dieu sait si je suis admiratif, je m'incline devant la réussite d'OVH, de Blablacar et ainsi de suite, mais acceptons aussi qu'encore pour l'instant, et s'il faut être supporter en fait ces entreprises et permettre à d'encore plus grandes d'exister, mais que du premier coup il y a eu un Intel, du premier coup il y a eu un Google, du premier coup il y a eu un Facebook, du premier coup il y a eu un Airbnb, et que à chaque fois malheureusement on se dit peut-être qu'on va être les bons cette fois-ci, et comme maintenant vous avez vu, ça fait un petit moment que je suis passé sur ces bancs, je me désole de me dire que, par exemple, là, vous avez entendu parler peut-être il y a une dizaine d'années de la sharing economy, dont on devait être les champions au monde, pour plein de raisons, politiques, d'usage, et dont Blablacar était d'ailleurs un des meilleurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment réussi à capitaliser sur cette sharing economy? Je ne sais pas. Monsieur O, vous voulez réagir? Il me semble, je suis désolé, on est à court de micro, on n'en a que 4. Prenez celui de Hugo. J'ai plusieurs commentaires à faire. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que disaient les autres intervenants sur innovation et régulation. Et la régulation est de toute évidence nécessaire. Il y a par ailleurs en Europe une forme de doute sur l'impact du numérique, il y a des vrais problèmes, etc., etc. Le premier problème de l'Europe, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, c'est de l'innovation. Je veux dire, ce qui est formellement en train de se passer, je suis plus optimiste qu'il y a 10 ans, mais la tendance qui était celle inéluctable, en tout cas qui était très forte sur les 30 dernières années, c'est qu'on allait sortir de l'histoire, de manière absolument certaine. C'est assez simple, vous prenez les 10 plus grandes entreprises du monde aujourd'hui, il y en a 8 qui sont dans le secteur de la tech, il y en a 6 qui ont moins de 25 ans, donc c'est des nouvelles entreprises, ce n'est pas des anciennes entreprises, il y en a 0 qui est européenne.
Vous prenez les grandes entreprises du numérique, je pense que vous en prenez les 100 plus grandes entreprises du numérique dans le monde, il y en a 2 ou 3 qui doivent être européennes. Dernier exemple en date, ChatGPT et GPT-4. Donc j'imagine que tout le monde a entendu parler de ces outils. Je pense que de mon vivant, je n'ai pas connu de technologie qui allait avoir un impact aussi important que ces outils-là. Et je pense que nous sommes, jusqu'ici, l'automatisation a concerné les cols bleus, et nous sommes à l'orée, mais à l'orée à 1, 2, 3 ans d'une automatisation des tâches intellectuelles jusqu'ici dévolues à l'humain, qui, au bout du bout, ne détruira pas de l'emploi, enfin créera plutôt de l'emploi, mais en déplacera énormément. Mais dans les 5 années qui viennent, on va vivre une révolution économique, de productivité des travaux intellectuels qui va être incroyable. Et je pense, on parle beaucoup de la réforme des retraites, je pense que l'impact de ChatGPT et GPT-4 sur l'économie mondiale est de l'ordre de 100 fois la réforme des retraites. Bref. Quand on lit les journaux, pas les Échos peut-être, Pierre, mais le principal sujet qui intéresse les gens est de savoir est-ce que ça va permettre aux étudiants de l'ESCP de rendre leurs copies qui n'ont pas été écrites par eux mais par GPT-4 ou qu'est-ce que ça pose comme problème. C'est vrai, il y a énormément de problèmes de régulation qui sont en question. Le seul sujet qui devrait nous faire ne pas dormir la nuit, c'est qu'il n'y a pas un Européen, une entreprise européenne, dans les 3 ou 4 qui sont capables de maîtriser le sujet de ChatGPT. Et ChatGPT, en termes de gain de productivité, c'est équivalent à la robotisation dans les usines industrielles. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet de l'Europe, c'est pour ça, j'en fais plus partie, donc je peux le commenter. C'est pour ça que le gouvernement auquel j'appartiens a mis autant d'importance sur le numérique. C'est que beaucoup de questions peuvent se poser, la question de la régulation doit se poser, la question de la répartition de la richesse doit se poser. Il faut juste se rappeler que la prospérité française, d'où vient la prospérité française ? Elle vient d'entrepreneurs, de chercheurs, d'innovateurs qui ont créé tous les grands groupes français à la fin du 19e et au début du 20e. Le CAC 40, en moyenne, a plus de 120 ans de moyenne d'âge. Donc les grandes entreprises françaises qui rapportent une bonne partie de l'économie de ce pays ont été créés par ceux qui ont inventé le rail, ceux qui ont inventé la chimie, ceux qui ont inventé l'aéronautique, ceux qui ont inventé la bagnole à la fin du 19e et au début du 20e. Donc notre propre prospérité vient de là. Le fait que dans les 40 plus grandes entreprises françaises aient 120 ans de moyenne d'âge, ça dit beaucoup de ce qu'on a réussi à faire il y a 120 ans, ça dit beaucoup de ce qu'on a tout raté depuis 120 ans, je le dis au passage. Enfin, beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup raté. Donc bref, donc, là où je suis d'accord, c'est que ce qui devrait, enfin, pourquoi est-ce que le numérique est important ? Pourquoi est-ce que l'innovation numérique est importante ? C'est juste parce que c'est une révolution technologique sur laquelle se bâtit l'avenir du monde. Le monde est aujourd'hui façonné par l'opposition entre les États-Unis et la Chine, qui font de la maîtrise des outils d'innovation, parce qu'il n'y a pas que le numérique, on peut parler de la biotechnologie, on peut parler d'un certain nombre de choses, mais qui font de l'innovation le cœur de leur domination économique et de leur domination politique. Bref. Et donc ça, c'est le premier élément. Si on n'est pas capable de revenir dans la course, et on a des atouts pour le faire, alors je veux dire, la valeur va partir, les emplois vont partir, et le système social va partir. C'est assez mécanique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est... Stéphane disait très bien, on est parti en retard. La Silicon Valley, c'est 1957. C'est-à-dire le début de la Silicon Valley, d'Intel, les microprocesseurs dont vous parliez, c'est 1957. C'est le moment où, en fait, les Russes lancent Sputnik, donc ils ont accès à l'espace avant les Américains, et les Américains se disent c'est pas possible, on ne peut pas se faire dominer par les Russes, on est en retard technologiquement, parce qu'en plusieurs décennies, les Américains sont en retard sur les Russes sur la compétition spatiale, et donc décident d'investir notamment dans toute l'économie qui est face au Pacifique, donc la côte ouest, autour de l'université de Stanford, et développe ça. Et change complètement le modèle de financement de l'économie. Si vous aimez les bouquins, je vous conseille un bouquin qui s'appelle The Power Law, la loi de puissance, qui raconte l'histoire du financement et du capital risque. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises qui fondent la puissance économique américaine ne viennent pas de la côte Est, donc de là où il y a toutes les grandes entreprises, ce sont des startups. Et donc, la maîtrise technologique, l'innovation vient de cette nouvelle génération d'entreprises. Donc, si aujourd'hui les Américains dominent le monde avec les Chinois, c'est un mouvement qui vient d'assez loin. Et quelle est la vraie différence aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe ? Les États-Unis et la Chine d'un côté et l'Europe de l'autre.
et là je suis d'accord avec Sophie, c'est le financement. C'est le financement. La vraie différence qui encore aujourd'hui fonde la puissance américaine, c'est le financement. Ça va mieux. Si vous prenez les chiffres, il y a 10 ans, les montants levés par les startups européennes étaient 1/15 de ce que levaient les Américains. Aujourd'hui, c'est 1/3. Donc il y a un effet de rattrapage qui est assez intéressant. Mais on est encore extrêmement loin d'être revenu dans la course. Et je dis au passage, Sophie disait on a beaucoup d'épargne. Oui, sauf qu'on adore le mettre dans l'assurance vie, dans l'immobilier et dans de l'investissement peu risqué. Et donc, si vous préférez mettre votre argent à faible rendement, faible risque, ben ça ne va pas dans les boîtes. Et la différence avec les Américains, c'est qu'une bonne partie de leur argent est beaucoup plus risqué, est plus risqué et donc plus haut rendement, et ça va dans les entreprises. Donc, bref, il y a quand même une histoire de choix collectif. Je finis. Je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie. En tout cas, les derniers chiffres et un certain nombre de choses le montrent. Mais c'est vrai que ce sujet de l'innovation me semble être le premier sujet. Pardon, je dis quand même un truc. C'est pour que ça marche, il faut aussi croire. Enfin, il y a un sujet d'état d'esprit. C'est-à-dire pour que ça marche, il faut aussi croire en l'innovation. C'est-à-dire que ça pose évidemment des questions. Enfin, on pourra parler de la transition écologique si vous voulez ensuite et de la relation entre innovation et transition écologique. Mais de toute évidence, si vous ne croyez pas dans le progrès, si vous ne croyez pas dans le fait que vous allez réussir, même si vous avez tous les atouts pour le faire, vous n'investissez pas d'argent là-dedans. Et donc vous préparez juste le fait que vous soyez dominé à long terme. Bref. Vous avez largement évoqué le retard de financement en Europe, ainsi que la différence marquante d'état d'esprit par rapport aux États-Unis. Pourtant, l'Europe veut se placer comme un géant de la réglementation du numérique. Question peut-être un peu provocatrice, mais comment réglementer un secteur où nous sommes en retard ? Alors la question, c'est comment réglementer un secteur dans lequel on est en retard, mais c'est surtout aussi comment réglementer un secteur dans lequel les acteurs sont transnationaux. Moi, je les appelle les supranationales. C'est-à-dire on a des acteurs d'une telle taille qu'ils peuvent naviguer au-dessus de beaucoup de législations avant même d'être intégrés. Moi, j'ai vécu, encore une fois, récemment la bataille des droits voisins, après avoir à l'AFP bataillé contre Google à l'époque pour faire en sorte que Google rémunère les contenus. On a des acteurs qui, dans un premier temps, peuvent se présenter et dire cette directive rapidement transposée, la France est la fille aînée de la transposition, c'est-à-dire qu'on transpose très vite, très massivement en tant qu'on peut, cette directive et cette nouvelle législation au fond. On n'a pas envie de vivre avec. Et on va regarder comment tenter ou chercher à y échapper. J'espère que c'est moins vrai dans le domaine financier, mais dans le domaine de la propriété intellectuelle, il y a quand même beaucoup de réticence, surtout quand on s'attaque au fond au modèle central d'un Google. Et je vais essayer de le dire de façon équitable. Si je l'avais inventé, j'aurais peut-être tendance à chercher à le défendre moi aussi, mais qui est quand même de monétiser massivement quelque chose qu'on n'achète pas. Et ça, c'est quand même une forme de génie d'un certain point de vue de réussir à faire ça. Donc c'est vrai que la législation est un art plus compliqué quand on a ça. Ça devient vite, et moi je l'ai vécu aussi parfois dans des entretiens, mais Cédric beaucoup plus que moi certainement, mais ça devient un rapport de force. On vous dit, si vous allez trop loin là-dedans, attention, parce qu'il pourrait y avoir des mesures de rétorsion. Enfin bon, ce sont des blocs en fait, et des enjeux d'État à État qui s'expriment là. Il y a des tels enjeux de création de valeur et de fiscalité aussi qui jouent que ça devient des confrontations. Moi, je voulais, si vous me permettez, rebondir sur deux ou trois choses que le ministre Cédric O a indiquées, qui me paraissent vraiment devoir être mis sur la table tout de suite, parce qu'on ne peut pas avoir un débat, je pense qu'on ne peut plus avoir un débat ou partager des informations sur ces sujets numériques et Europe, sans tout de suite mentionner deux sujets, trois, on va dire, qui me paraissent clés. L'état d'esprit, ça c'est compliqué à changer, mais c'est vrai que quand les fondateurs de Google, Brin et Page, se disent « We're going to download the Internet », on va downloader tout Internet, et ensuite le projet c'est on va organiser l'information du monde. Deux étudiants français dans cette école qui entendent faire ça, peut-être qu'on va les enfermer, on va leur dire « Vous êtes gentils, mais prenez une bonne aspirine et faites, calmez-vous ». Il y a vraiment une liberté aussi de la côte ouest, Cédric l'a très bien dit. La côte ouest, Joan Didion, qui est une formidable autrice américaine, l'évoquait, c'est
pour ceux qui traversaient, qui venaient d'Europe, après, il n'y a plus rien, il y a la mer. Hein. Donc si on ne réussit pas là, il n'y a plus tellement de solutions. Donc il y a un état d'esprit qui, même la géographie et le maritime, peuvent influencer. Donc déjà, il y a un état d'esprit. Deuxième chose, il faut parler des enjeux de féminisation. Le sujet est moins, je crois, criant aux États-Unis. Mais enfin, vous remarquerez quand même que beaucoup des fondateurs sont des hommes. Ici, on a un sujet majeur avec ça. Enfin, Cédric le sait aussi très bien. Mais les chances de réussite d'une start-up qui incorpore des fondatrices dans son équipe dirigeante sont nettement supérieures. L'usage qui est fait des capitaux investis est nettement meilleur. Bon. Donc, il est temps quand même que les unes et les autres le fassent. Et puis, troisième chose très rapide, mais trop rapide, mais c'est un autre tiroir à ouvrir. On ne peut plus avoir tous ces débats-là. Et je pense vraiment qu'on ne peut plus se projeter dans la création de richesses et comment faire des startups et lever plein d'argent et gagner plein d'argent si on n'embarque pas une dimension ESG planète. Parce que dans 10 ans, on ne sera peut-être pas effectivement tous là dans la même salle et dans les mêmes conditions pour parler de création de richesses. Donc, dans l'industrie financière, c'est maintenant totalement, je pense, embarqué parce que aucun investisseur, aucun fonds, aucun système de gestion d'argent ne peut faire l'économie et ne peut pas mettre ça au premier plan. Je pense que c'est clair. Dans les startups, moi, je voudrais en voir beaucoup plus, on en voit à Vivatech pas mal, qui soient dans cette green tech, parce que créer des choses parfaitement inutiles avec lesquelles on gagne plein d'argent, ça a déjà été fait. Ça crée une pollution numérique capitale. La pollution numérique, c'est je crois 3% du total ou 4% de la pollution aujourd'hui, mais c'est la partie qui croît le plus vite. Donc si on continue comme on a fait avant, et j'allais dire, vous, les étudiantes et les étudiants qui êtes là, vous ne devez pas faire comme on a fait avant. D'abord parce qu'en général, ce n'est pas la seule façon de réussir, de faire des copycats et de reproduire. Certains ont réussi là-dedans. Et deuxièmement, c'est un devoir de ne pas faire comme avant et d'aller dans des champs qui vont réconcilier la tech avec la planète et peut-être réconcilier la planète avec elle-même. Voilà, moi je pense que ce sont vraiment des sujets qu'on doit aborder. On ne peut pas faire un débat sans en parler, me semble-t-il. Vous avez beaucoup parlé des enjeux de formation. Dans ce cas-là, comment favoriser à l'échelle européenne et pas uniquement française cet entrepreneuriat, cette innovation qui pourrait amener à la création de géants du numérique ou même d'entreprises du numérique s'étendant au travers des frontières de l'Europe et également à l'échelle internationale? Effectivement, les premières choses sont les talents à la fois dans les écoles comme les vôtres, comme ici, et puis les talents dans les universités, et favoriser effectivement le fait de faire émerger toute cette innovation. Et quand on parle du numérique, mais on pourrait parler de la révolution de la biologie. Enfin, on sait que l'ARN messager, c'est probablement aussi une rupture technologique majeure et qu'on va voir plein de choses arriver à la suite de ça. On pourrait parler. Et on parle effectivement de green tech, de tout ce qui est la transition vers une économie bas carbone. Et donc, comment les faire émerger, c'est à la fois par une culture qui favorise les entrepreneurs et puis aussi par la capacité de financer les thèses, de favoriser aussi la mixité entre les entreprises et les talents assez jeunes pour que des jeunes chercheurs puissent avoir des crédits lorsqu'ils font une thèse, d'être intégrés dans les entreprises et de probablement massifier les tailles des universités. Enfin, donc, je pense qu'on est sous critique par rapport aux grandes universités américaines. Donc, tout ce qui peut être fait pour créer des programmes communs sur le plateau de Saclay, les créer entre ce que vous faites avec des universités allemandes, des universités, ça c'est à mon avis assez essentiel. Je pense que je suis très contente que vous ayez mentionné la mixité parce que c'est un vrai sujet. Je pense qu'on ne va pas pouvoir, si on met la moitié de l'humanité à part et qu'on ne donne aucune chance aux femmes chercheuses, c'est un gros problème. Je disais à mon mari en lisant Le Monde, là, est-ce que vous savez quand même que s'il y a une femme qui a eu le prix Nobel de chimie en 2020, c'est une Française, et qui a inventé donc cette fameuse technique de ciseaux moléculaires pour faire de la thérapie génique. Bon. Est-ce que vous la voyez? Moi, j'aimerais bien qu'on la voie à la une des Échos et qu'on fasse une grande interview d'elle, une grande conférence. Et franchement, cette femme, elle mérite, mais qu'elle soit tous les jours à la une des journaux. Donc, il y avait... Et ça, c'est des exemples. Donc, c'est ça qui donnera envie aux jeunes femmes en quatrième de faire des maths. Il faut intensifier tout ce qui est l'enseignement scientifique. Enfin, je pense que c'est tout ça qu'il faut faire. Si je peux ajouter vraiment... Non, mais merci de m'y inviter pour les Échos ou pour le Parisien. Au Parisien, on a mis en place une sorte de système qu'on appelle le paritomètre. Enfin, c'est pas très connu, mais
ça a été fait pour faire en sorte que les auteurs et autrices d'articles vérifient avant de publier qu'il y a autant d'expertes cités que d'experts. Donc on compte. Parce qu'en réalité, il y a un biais énorme, c'est que souvent un homme interrogé, d'abord va être là, va être disponible, deuxièmement dira, c'est pas vraiment son sujet, mais il peut répondre quand même, parce qu'en fait, oui. Il est quand même multi-compétences. Et à l'inverse, il se trouve que, biais statistique, les femmes auront tendance à dire c'est pas ma spécialité, je répondrai pas à ça. Donc on est obligé de forcer, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on puisse imposer à un journaliste, comme vous savez en général, mais on est obligé de forcer leur façon de consulter leurs sources pour pousser ça. Oui, alors on a créé, parce que c'était l'excuse des journalistes, c'était de dire mais les femmes, on ne sait pas où elles sont, il n'y a pas d'expertes, etc. Alors il y a une de mes amies qui a dit bon, puisque c'est comme ça, on va créer une plateforme où toutes les femmes qui ont des expertises vont se mettre, ça s'appelle Vox Femina, on va toutes s'inscrire et donc ils ne vont pas pouvoir dire qu'ils ne savent pas parler à une financière, ils ne savent pas les trouver, ils ne savent pas où elles sont, etc. Mais je pense que ça c'est vraiment important pour effectivement faire émerger ces talents. Et ça, je pense que l'université française est en train de changer, enfin, notamment dans la partie des sciences de la vie. On voit maintenant beaucoup plus. Ensuite, il faut compter, et là je reviens sur le financier, moi je suis assez frappée que à la fois les entrepreneurs qui ont vendu leurs affaires, les grandes familles créent des family office et sont en train quand même d'avoir une posture d'investisseurs beaucoup plus responsable pour, je trouve, pour aller effectivement trouver les scientifiques, les aider. Alors ils choisissent leur thème d'investissement, mais on peut maintenant effectivement accéder à ces financements et je pense que les entrepreneurs qui ont vendu leur affaire à 40 ou 45 ans, ils n'ont pas envie d'aller s'installer aux Maldives ou sur leur bateau pour faire une croisière, ils ont envie de réinjecter, et ça c'est extrêmement positif, je pense, et tout ça favorise l'émergence des talents. Mais vous êtes peut-être un bon exemple. Vous voulez réagir ou... Vous avez peut-être des questions à poser. Bien sûr, bien sûr. Effectivement. Mais donc effectivement, oui, on comprend très bien cette forte demande de spécialisation. Mais peut-être revenons sur ce que vous avez dit, Monsieur le Ministre, concernant ChatGPT. Et donc cette étude qui est sortie récemment, qui parlait d'une perte de 300 millions d'emplois. Oui, dans les Échos notamment, bien sûr. Et donc... on voit donc qu'il y aura un changement, concrètement, il y aura un changement très important du marché du travail, et peut-être qu'on assistera finalement à une polarisation en fait de ce marché-là, dans le sens où les gens avec des compétences peut-être moyennes seront laissés au dépourvu. Alors, l'étude dont vous parlez, elle dit qu'il y a effectivement, je crois que c'est je ne sais plus quelle grande banque américaine qui dit qu'il y a effectivement un certain nombre d'emplois dans le monde qui vont disparaître. Il y a deux questions en fait. Dans la question. Il y a la disparition d'emplois et la disparition nette ou pas d'emplois. À chaque fois qu'il y a eu des nouvelles technologies qui ont été introduites avec des ruptures en termes de gains de productivité, on a prophétisé que c'était la fin de l'emploi. Ça a été le cas pendant la révolution industrielle, ça a été le cas avec un certain nombre d'introductions de technologies. Ça n'est jamais arrivé. Et même le consensus macroéconomique sur le sujet est qu'en fait, les gains de productivité finissent par créer de l'emploi. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils créent de l'emploi, enfin ils détruisent beaucoup d'emplois et ils créent de nouveaux emplois. Pour avoir eu l'occasion de travailler sur le sujet dernièrement, sur la question du numérique, et y compris sur la question de la diffusion de l'IA, ce que je comprends, c'est que le consensus macroéconomique, enfin des experts économiques, est plutôt pour dire que ça va encore créer de l'emploi, qu'il va y avoir une forme de déplacement d'emploi, ça de toute évidence. Il y a un certain nombre d'emplois, on peut le voir à travers les cas d'usage de ChatGPT qui sont menacés. Mais le principal, c'est qu'il est probable qu'il y ait une transformation de tous les emplois. C'est-à-dire, je crois que les chiffres qui circulaient, c'est que 2/3 des emplois verront 1/3 de leurs tâches modifiées. Voilà. Donc la question n'est pas une projection millénariste de se dire c'est la fin du travail, c'est la fin on va être remplacé par des robots. Ça n'est jamais arrivé, à chaque fois on l'a prévu. Le sujet, mais qui est un vrai sujet de politique publique, c'est comment on fait pour accompagner ce changement. Et avec une particularité dans le domaine du numérique, c'est que ces changements arrivent plusieurs fois en fait dans le cours d'une vie. C'est-à-dire
depuis que moi je suis né, il y a quand même eu un certain nombre de révolutions technologiques liées à l'introduction des navigateurs Internet. Il y a eu des révolutions dans la biotechnologie, il y a eu des révolutions. Et donc, les percées technologiques par le passé étaient assez rares. Maintenant, elles sont régulières. Et donc, il faut qu'on réussisse à adapter nos institutions, que ce soit au niveau européen, au niveau national, pour faire en sorte qu'on sache former et reformer. Et ça, c'est vraiment le défi de la plupart des pays occidentaux. Un dernier mot, c'est que ce qui est particulier avec GPT-4 et les large language models, c'est que ce n'est pas les emplois peu qualifiés qui vont être touchés. C'est plutôt c'est un peu la revanche des cols bleus. C'est-à-dire que cette fois-ci, ça va être des emplois assez qualifiés qui vont être transformés. Donc, est-ce que ça va continuer à polariser la société ? Je ne suis pas certain. À cet égard-là, il y a même, je crois, des premières études du MIT qui montrent que ça a plutôt bénéficié aux emplois manuels, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il y a tout un sujet de gestion prévisionnelle de ce qui va se passer, de formation, de reformation et d'adaptation de la formation initiale, parce que le code devient une forme de grammaire que tout le monde devrait maîtriser, et de la reformation d'un certain nombre de métiers. Et là, ce qui est assez... le défi, c'est que, franchement, les large language models, je pense que ça va pas prendre 10 ans avant de bouleverser beaucoup de métiers. Hein. Monsieur Distinguin. C'est là aussi, hein, je me retrouve un peu dans la position du vieux singe qui on n'apprend pas à faire la grimace. Moi, ça fait 2-3 fois que je l'entends, cette histoire de on va tous mourir, il n'y a plus d'emploi, tout ça. Depuis les années 70, il y a un paradoxe que j'aime beaucoup, qui s'appelle le paradoxe de Solow. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Et un statisticien spécialisé justement dans les statistiques du travail aux États-Unis, qui a eu ce bon mot, qui vaut toujours, qui disait les ordinateurs, je les vois sur tous les bureaux, mais je ne les vois pas dans les statistiques du travail. Et il y a un sujet qui est un sujet fondamental, j'ai fait une petite incise sur les retraites tout à l'heure, qui est à mon avis un sujet énorme pour l'Europe aujourd'hui, c'est le sujet de la productivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de numérique, autant de télétravail, autant de facilité à travailler connecté. Je vais faire des approximations qui vaudront ce que peuvent valoir des approximations, mais on l'a bien vu avec ce qui s'est passé avec la chute du PIB en 2020, qui remonte plus lentement qu'il n'a chuté. On est donc aujourd'hui avec beaucoup moins de chômage et un PIB à peu près équivalent. Je vous pose la question de savoir où est cette productivité que tous ces outils merveilleux nous ont donnée. Et donc, je ne suis pas encore certain, sincèrement, que ça sera 300 millions d'emplois, que ce soit 30%, 40%. Et ce qui m'amuse beaucoup, et j'hésite à faire un petit article, c'est que je trouve que, vous voyez les boîtes à meux, les trucs, et ben je me dis parfois, est-ce que ce ChatGPT, c'est une boîte à meux ? C'est une grenade, parce que là, on nous demande un moratoire, un truc qui va nous péter à la gueule, ou est-ce que c'est une lampe d'Aladin ? C'est les trois options. Et je trouve que régulièrement, parce qu'il y a des chiffres pour regarder et jouer avec ces modèles depuis maintenant un bon moment, ça produit des erreurs, on ne peut pas faire confiance. Et que l'exemple que j'aime bien utiliser, et j'utilise avec vous, c'est le fameux cas du véhicule autonome, qui était un des gros paris de Google, qui n'a réussi pas à sortir du marché de la publicité, Waymo si vous vous en souvenez, qui a investi des milliards et des milliards et des milliards et qui est toujours pas foutu de faire rouler une voiture sur la route, alors que vous êtes d'accord pour moi, si vous baladez dans Paris, qu'on voit beaucoup d'abrutis avoir le permis de conduire. Et que ça pose quand même des questions qui sont assez sérieuses sur la responsabilité, et que donc ces intelligences artificielles qui vont être des assistants, qui vont nous faire travailler différemment, comme le traitement de texte, comme l'ordinateur. Donc c'est fascinant en fait ce qui est en train de se passer, mais que je ne vois pas forcément immédiatement un péril et la fin des médecins, des architectes. Et on pourra revenir, parce que cette question elle est profonde, et là je vous amuse un peu, mais elle mérite d'y rester peut-être un petit peu plus longtemps. Ce que je voulais aussi vous dire par rapport à ça, c'est un sujet moi qui me tient particulièrement à cœur, et puis on est dans une école ici, c'est celui de l'éducation. Et je pense aussi, tu as cité un excellent bouquin sur le modèle particulier de la Silicon Valley, qui était celui en fait du capital risque.
moi, j'ai un autre bouquin de chevet que j'adore, qui a énormément compté pour moi, qui s'appelle « De la contre-culture à la cyberculture », d'un monsieur qui s'appelle Fred Turner, qui est le titulaire de la chaire de médias à Stanford, et qui analyse pourquoi justement la Silicon Valley était à la Silicon Valley, et pas uniquement pour des raisons économiques, pas uniquement pour des raisons qui sont essentielles, mais aussi pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a des beatniks qui prennent du LSD, Steve Jobs en a souvent parlé, qui se retrouvent avec des contrats de l'armée et qui font les trucs qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que à cet endroit où il y a eu le Summer of Love en 1967, qu'est-ce qui s'est passé de particulier? Et je trouve que ces sujets qui sont ces sujets culturels sont des sujets sur lesquels on devrait être beaucoup plus présents, nous Européens, parce que on n'est pas uniquement le Louvre, la Joconde, ces vieilles lunes qu'on adore, mais qu'est-ce qu'on a de culturel qui nous permet justement d'être dans une pop culture de la création? Et ce que je trouve intéressant pour le modèle européen, je vous le dis, c'est que je pense que le modèle pop culture start-up s'est usé, et c'est normal. C'est-à-dire que moi, quand j'étais sur les bancs de l'école, vous vous souvenez de Wall Street et de Gordon Gekko, de cette espèce de truc devenu affreux. Moi, je me pose la question de le fondateur de FTX, le fondateur d'Uber, le type de WeWork, Theranos. On a quand même aujourd'hui une image du créateur de start-up qui n'est pas uniquement angélique, de celui du gentil type sympa qui monte un truc. Il y a autre chose. Est-ce que les nouvelles générations aspireront en fait justement à ce modèle, ou est-ce qu'on n'est pas la possibilité de créer un autre modèle? Et j'appuie sur ce sujet-là pour aussi dire que ce qui est marrant, OpenAI, on parle beaucoup de ChatGPT, on parle que de ça en ce moment, et tant mieux, ça porte de l'eau au moulin, je suis content. Mais c'est pas une boîte. Donc c'est pas une boîte, et c'est une des premières fois où je vois un truc pareil, dans lequel il y a à peu près 10 fondateurs. Bon, Sam Altman est un peu devant les autres, mais en fait, par rapport aux fois d'avant où vous disiez c'est lui, malheureusement plus rarement elle, mais lui ou elle, qui est l'Ubermensch, là, on a affaire à un truc qui est assez différent. C'est dommage que les Européens n'aient pas inventé un truc comme ça, qui soit un modèle un peu nouveau, avec un modèle économique, et que peut-être que c'est ça qui se passera et sur lequel on peut faire la différence. Dernier point. Avant de peut-être revenir, on parlera toutes, on sera convaincus que le sujet c'est l'éducation, mais la diversité, la mixité, et vraiment c'est une première évidence. Mais pour avoir souvent été en Silicon Valley, aux États-Unis, je me suis souvent dit qu'on pourrait un peu être meilleur, nous, pour plein de raisons. Parce qu'ils ne sont pas très bons. Quand vous allez sur le campus de Facebook ou celui de Google, faut évidemment très attention à ce que je dis, mais ça vous saute aux yeux, en fait, ce problème de diversité. Il est là. Vous le voyez. Donc pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas mieux, et qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour faire mieux, et quel peut être le modèle européen? Je lisais un article, ça dans les échos, on va continuer de dire bien des échos, je le lis compulsivement, c'est mon journal préféré tous les jours. Voilà. Mais j'aime pas trop les articles sur 300 000 emplois vont être virés, ainsi de suite. Mais bon, c'est pas, il faut bien de temps en temps faire. Voilà. Il y a un point sur les Allemands, encore eux, qui sont, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent l'Allemagne que j'aime particulièrement ici, peut-être même des Allemands. Souvent, quand moi j'étais amené à intervenir en Allemagne, en termes de diversité, j'étais pas, et de travail des femmes, par exemple, j'avais l'impression qu'on partait encore plus loin que la France, sincèrement. Dans cet article, on apprenait que, en termes de création de start-up, les Allemands étaient bien meilleurs, en fait, justement, en immigrés de première génération ou deuxième génération, et qui avait, je crois, pas loin d'une statistique qui est pour le coup californienne, qui est d'à peu près la moitié des créateurs de start-up qui n'étaient pas, disons-le comme ça, d'origine allemande, comme c'est le cas en Californie pour la Silicon Valley, où c'est au moins la moitié, en fait, des fondateurs de start-up qui ne sont pas d'origine américaine. Donc ça, il y a un truc sur lequel il n'est pas normal qu'on ne soit pas meilleur et nettement meilleur. Et j'espère que justement les personnes qui viendront en France, ça a toujours été pour moi, je vous le dis,
The Economist, un journal un peu moins bien que les Échos, mais avait inventé un truc qui était le Big Mac, les Big Mac Index, que je trouvais génial comme idée pour travailler d'inflation, pouvoir d'achat, et ainsi de suite. Et je me dis, et quel pourrait être justement l'équivalent d'un index simple? C'est l'attractivité. C'est pour moi, en fait, ce qui compte, c'est l'attractivité. Le jour où, en fait, des étudiants africains, d'Asie, viendront ici pour monter leur boîte en se disant, c'est là qu'il sera passé quelque chose, et je pense que, pour l'instant, les gens que je croise et qui sont dans cette position sont plus souvent ici pour des raisons, on va dire, sentimentales, ce qui est une bonne raison, mais pas immédiatement des raisons en fait entrepreneuriales. Vous avez raison d'évoquer cette question de la diversité, Monsieur Distinguin, et aussi celle de la formation, bien sûr. D'ailleurs, en Europe, on a l'impression qu'on essaye maintenant de construire un pont entre le privé et le public, notamment avec le Data Governance Act, qui va exploiter en fait la data privée pour la faire venir dans le public et essayer justement d'améliorer la formation aujourd'hui. Enfin, vous avez parlé, Monsieur Louet, tout à l'heure de télécharger l'Internet, et aujourd'hui, ce n'est pas la data qui manque. Donc, comment on peut améliorer ce processus d'éducation? Enfin, qu'est-ce qu'on peut changer dans l'éducation aujourd'hui pour justement attirer les talents en Europe et améliorer cette diversité également? Bon, alors, l'éducation, c'est un immense programme. Nous, dans l'Alliance pour la presse, on est très actifs dans l'association pour l'éducation aux médias. C'est une forme d'éducation, mais je reconnais qu'elle est minoritaire. Peut-être on devrait commencer par le socle. On est revenu un peu de l'idée de faire des cours pour apprendre à coder dans chaque école. Bon, mais peut-être qu'on devrait, Cédric a peut-être plus d'idées que moi là-dessus, Stéphane, mais sur est-ce que c'est vraiment un langage à maîtriser? En même temps, ce langage évolue. Mais la logique, je pense quand même, c'est pas mal. Conserver un socle d'humanité en fait assez générale, générique et généreuse, comme on dit, et puis aussi de science, et également quelque chose d'un peu pratique pour le codage, oui. L'éducation aux médias, oui, parce que maintenant ça apparaît et le ministre essaie d'introduire ça maintenant. Et c'est vrai que quand les enfants ou les jeunes passent 3-4 heures devant des médias et qu'à aucun moment on leur a expliqué qu'il y avait une sorte de règle du jeu aussi, que l'algorithme se nourrissait de ce qu'on lui donnait, enfin et compagnie, c'est pas une bête autonome, mais et qu'ils allaient être lus, ils allaient être monétisés, pas forcément de façon très consciente. Tout ça, et aussi lire simplement des articles de journaux dans les Échos ailleurs, enfin, voilà, savoir les mettre en perspective, tout ça, ça fait partie de l'éducation. Et puis alors il y a évidemment, et vous l'avez mentionné Madame tout à l'heure, l'éducation plus scientifique, et là aussi le fait que les filles soient dans les classes prépa traitées pareil et aillent jusqu'à l'école d'ingénieur, enfin, ça se verra ensuite un peu mieux également dans la recherche et dans l'ensemble des dispositifs qu'on a mentionnés. Bon, voilà, donc l'éducation oui, mais je crois aussi que c'est cet état d'esprit qu'il faut changer. Il a changé. Moi, quand j'étais étudiant, je me souviens que les sondages disaient que le rêve des parents français était que leurs enfants soient fonctionnaires. Bon, maintenant, c'est plutôt que leurs enfants soient entrepreneurs ou créent des boîtes. Ça a quand même beaucoup changé. C'est 30 ans D'ailleurs, on a même supprimé l'école des fonctionnaires, en fait. C'est pas une preuve de succès, en général, quand on supprime l'école. Mais... voilà, et ça c'est une évolution profonde. En même temps, je pense qu'on est capable en France de ne pas être béat. Et Stéphane a très bien dit, je trouve, il ne faut pas qu'on soit béat d'admiration. Le web, les créateurs ont déjà leurs bad guys et leurs bad girls, parce que Elizabeth Holmes, la fondatrice de Terrano, c'est vraiment la plus grande filouterie, en fait, avec cette capacité à séduire, à changer de voix quand elle faisait des pitchs. Il y a un livre de John Carreiro qui est incroyable là-dessus. Elle changeait de voix, elle envoûtait, elle a levé, je sais pas, 1 milliard, je crois. Tout ça était totalement perdu. Il n'y a jamais eu un produit existant. Bon. Donc avec 20 ans, 30 ans de recul, l'Internet, le système des startups a déjà un peu son cimetière, mais aussi sa prison, avec les gens qui ont vraiment se sont mal comportés. Donc, je pense qu'il faut enseigner ça aussi. Il faut déjà quasiment enseigner cette histoire-là. Il faut la raconter et dire méfiez-vous, sachez que il y a des pour que ça continue à être un champ d'exploration, mais un champ d'exploration avec une conscience aiguë de tout ce qu'on peut y trouver. Je ne sais pas si ça répond à votre question sur l'éducation, mais c'est un peu les réflexions qui me venaient. Mais toi, tu as peut-être des choses à dire sur ce thème, Sophie. Non, moi je voudrais apporter l'éducation, mais surtout, c'est sur le sujet de la data, parce que
bon, on s'extasie sur ChatGPT, etc. Mais je voudrais vous dire, par exemple, et j'espère que ça vous réconforte, c'est que chez BNP Paribas, on nous a interdit d'utiliser ChatGPT parce qu'il y a un risque énorme qu'on mette des données qui appartiennent à la banque et qui appartiennent à vous tous quand vous avez un compte chez BNP Paribas ou dans une autre banque. Donc, la question de à qui vous faites confiance, enfin d'abord que vos data c'est vous, et ensuite que à qui vous faites confiance avec vos data, ça c'est un sujet d'éducation et d'éducation que les médias doivent propager, les hommes politiques, etc. Alors le RGPD, ce qui est très intéressant, c'est que l'Europe a été porteuse de valeurs sur la question du RGPD. Et il a fallu que j'aille en Californie dans une Learning Expedition et à la Singularity University en 2019 pour qu'il y ait un professeur à la Singularity University qui dise écoutez, l'Europe, vous avez quand même été formidable. Et c'est la première fois, il faut le savoir, que l'Europe a osé être extraterritoriale dans sa loi. Et on se plaignait toujours des Américains, oui, ils veulent être extraterritoriaux, etc. Mais nous, on a osé le faire. Et le terrain sur lequel on a osé le faire, c'est le sujet de la protection des données personnelles. Donc, ce sujet de la data et de la façon dont c'est incorporé dans ChatGPT, dans des outils d'intelligence artificielle, ça va être, je pense que c'est un enjeu majeur, clé, sur lequel il faut faire prendre conscience à l'homme dans la rue et effectivement aux enfants que quand ils mettent leurs vidéos d'eux-mêmes à 14 ans avec leur ventre à l'air sur TikTok, ça peut se retrouver quand elles vont mettre leur CV. Et la question de la protection aussi de votre personnalité numérique, de votre profil, on peut tout retrouver en fait sur le net, mais ça il faut vraiment le dire aux gens. Et donc ça fait partie aussi, je pense, de ce qui est... Et là, je trouve que c'est un côté rassurant de l'Europe, c'est que l'Europe a osé, en fait, prendre ce sujet à cœur et puis dire que c'était ça les valeurs européennes. Donc il faudra, je pense, que l'Europe continue à porter cette réflexion sur le sujet de la data et bien faire prendre conscience tout un chacun et le consommateur de ce sujet-là. On a vu l'importance que pouvait avoir l'Europe sur ces sujets de réglementation, mais par le passé, on a également pu voir les limites de cette volonté de réglementation à l'échelle mondiale, notamment face à l'administration Obama, qui se voulait qui soutenait énormément tous les GAFAM et toute l'industrie américaine du numérique. Aujourd'hui, que peut l'Europe, un peu seule, sur certains de ces sujets à l'échelle internationale, et quelle place pourrait avoir la coopération internationale dans la réglementation de ces géants du numérique ? Marché, donc je pense que déjà tout ce qu'elle fait pour unir son marché, je pense que c'est un marché qui est convoité, donc un marché qui est riche, donc c'est ça. L'Europe a quand même cette puissance-là qu'elle doit. Ça me paraît être le premier élément, effectivement, et puis ensuite de défendre les sujets de souveraineté par la force et la prospérité économique. Je pense que c'est notre propre prospérité qui est notre première défense dans cette lutte que Cédric a décrite comme étant un face-à-face États-Unis-Chine. Dans ce cas-là, comment l'Europe pourrait trouver sa place, non seulement en termes de régulation, certes, mais également en termes économiques et en termes industriels à l'échelle mondiale sur cette question du numérique et plus généralement de ces géants numériques qu'elle veut faire émerger et qu'elle n'arrive pas pour l'instant à faire émerger. Plusieurs commentaires. Sur la question de la régulation, l'Europe n'a pas trop de problème à imposer ses propres règles dès lors qu'elle se met d'accord. Pour une raison assez simple. En fait, dès lors que l'Europe décide que pour opérer sur son marché, qui est un marché qui, dans bien des domaines, est supérieur à celui plus intéressant que celui des Américains, il faut juste le rappeler, et que les règles pour opérer sur son marché sont celles-ci, elle les impose. Et d'ailleurs, c'est intéressant, à chaque fois qu'elle s'est mise d'accord, c'est vrai sur le RGPD, ça va probablement être vrai sur le DSA et le DMA, elle a créé des standards. Et donc, le vrai problème de l'Europe, c'est de réussir à se mettre d'accord. Sur la question de la régulation et sur la question de la ligne de crête entre régulation et innovation, sur la question de la régulation des contenus, le vrai problème de l'Europe, c'est de se mettre d'accord entre elles. Parce que la convergence de vues entre un Français, un Suédois, un Allemand et un Grec sur des sujets qui peuvent nous paraître absolument évidents en France est
pas du tout là. Je vous prends un exemple. C'est pas du tout évident pour un Suédois qu'on doit retirer les contenus nazis de Facebook. Pour une raison assez simple. Chez eux, c'est légal. Et donc, quand on commence à se dire il faudrait qu'on régule les sujets de haine en ligne, la dérive, etc. On n'a pas les mêmes réglementations sur la Shoah, sur la manière dont on a le droit de parler de la Shoah. On n'a pas les mêmes réglementations sur la manière dont on a le droit de parler des religions sur Internet. Je parle des contenus, de la régulation des contenus, parce que c'est les endroits où on a le plus de difficultés à avancer. Sur les droits voisins et sur la question de la propriété intellectuelle, on n'a pas du tout les mêmes régulations. Et donc, une bonne partie de notre difficulté, mais c'est l'histoire de l'Europe, c'est de nous mettre d'accord. Quand on se met d'accord, on n'a aucun problème à imposer nos choix, ne serait-ce que parce que les entreprises américaines, elles ont envie d'avoir accès au marché européen. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive quand même, c'est toujours difficile, j'ai passé moi des nuits entières, mais on arrive quand même de plus en plus à se mettre d'accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut quand même avoir conscience que dans le numérique, on peut trouver que c'est bien ou que c'est pas bien. La régulation a toujours énormément de retard sur l'innovation, et donc c'est le leader qui fixe le standard. Aujourd'hui, je vais un peu vite parce que c'est pas totalement vrai, mais il y a un seul réseau social, il y a un seul moteur de recherche, il y a un seul supermarché en ligne, etc., etc. Et Facebook fixe le standard de ce que c'est la liberté d'expression sur son réseau social. Amazon fixe le standard de comment ça se passe une place de marché dès lors que vous êtes une PME qui veut le vendre sur la place de marché unique qu'est Amazon. C'est pas unique, mais quasiment. Google fixe le standard de ce à quoi vous avez le droit d'accéder en tant que presse. Et donc, c'est là aussi que la question de l'innovation est absolument essentielle. Bien sûr qu'on doit réguler et bien sûr qu'on doit faire en sorte que nos lois s'appliquent sur nos territoires. Mais si on n'a pas de leader, si on n'a personne qui fixe les standards, on sera toujours à courir derrière les Américains. Dernière question, c'est comment on fait pour faire en sorte qu'on revienne dans la course. À dire vrai, moi je suis assez optimiste. D'abord parce que les chiffres montrent quand même qu'on est en train de revenir dans la course, et parce que dans le fond, on a la matière première qui est la plus importante dans la course à l'innovation, qui sont les talents. Les Américains ont construit la réussite de la Silicon Valley, et Stéphane disait très bien, sur l'immigration. Je veux dire, d'ailleurs, dans la génération des gens de ma génération, dans la génération des gens qui sont un peu plus âgés que moi, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs chercheurs, ils sont tous partis aux États-Unis faire le succès des entreprises américaines. Je prends un exemple. Je prends encore l'exemple de ChatGPT. Meta, donc Facebook, a publié le modèle Llama, qui est donc le modèle de Facebook, dont je rappelle que le département d'intelligence artificielle est dirigé par Yann Lequin, donc un Français prix Turing, il y a, je crois, le 27 février. Donc c'est un des meilleurs modèles de modèles comme ChatGPT. Il y a 14 signataires, il y en a 11 qui sont français. Donc c'est 11 chercheurs dans le top 50 mondial, qui sont des Français en intelligence artificielle. Bref. Donc on a cette matière première-là. C'est-à-dire que on forme des ingénieurs en Europe, des chercheurs, des entrepreneurs qui sont extraordinaires. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que, ce qui avait été le cas pendant très longtemps, c'est-à-dire un mouvement de départ où quand il fallait faire une belle boîte ou quand il fallait aller faire de la recherche, c'est encore un peu vrai sur la recherche malheureusement, tout le monde partait, et en partie, de ce que j'ai pu constater quand j'étais ministre dans les dernières années, en train de se tarir. C'est-à-dire que à l'époque, vous sortiez du master MVA de l'X, qui est le nec plus ultra dans le monde en matière d'intelligence artificielle, votre réflexe était d'aller dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus de start-up en France, parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises du numérique en France et en Europe, il y en a beaucoup qui restent. Donc je suis plutôt optimiste. Mais ce qui est certain, c'est que ce combat, il faut continuer à le mener pour réussir à garder nos meilleurs talents et puis pour attirer ceux du monde entier. Et on a un avantage, c'est que il me semble que l'image des États-Unis n'est plus aussi bonne qu'elle le fut, pour plein de raisons, à cause de la politique sur le changement climatique, à cause des tueries de masse, à cause de certaines décisions de la Cour suprême, parce que c'est pas si facile et si amusant finalement de vivre dans la Silicon Valley, parce que c'est pas très accueillant, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours. Et donc ça, il faut continuer à travailler sur cette question des talents et de l'environnement macroéconomique qui fait qu'ils trouveront en Europe les entreprises les entreprises, des centres de recherche pour se développer.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Juste peut-être... pardon. Ouais, pardon. Oui, allez-y, bien sûr. En fait, moi, j'ai très envie d'être optimiste. C'est ma construction, mais je suis complètement dans le noir. Je sais ce qu'il faudrait interdire. Donc, par exemple, pour chercher à répondre à votre question, c'est que je trouve que, par exemple, quand on parle des LLM, des modèles d'intelligence artificielle, faut quand même. Il y avait en Angleterre, et vous en parliez, Madame, sur le financement et sur ce que le Brexit nous a coûté. Il y a, pour moi, mes startups européennes préférées. On monte, on descend. C'est des Anglaises. Je suis fan de Shazam, je trouve que c'est génial. Je suis fan de DeepMind et je suis fan d'ARM. Les trois ont été rachetés par Apple, par Google et par SoftBank et auraient dû normalement fusionner avec Nvidia. Donc, et là, on avait des boîtes, mais je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire de beaucoup plus avec Shazam, à part que c'est magique, mais en tout cas, avec DeepMind et avec ARM, on a en fait la possibilité de construire justement les fameux champions dont on rêve. On les a vendus. C'est ça, et ça, je pense quand on voit ce qui est en train de se passer avec les logiques antitrust aux États-Unis, je pense qu'on a la possibilité de contraindre les Américains, ce qui ne sera pas forcément dans l'intérêt de l'entrepreneur que je suis, qui a vendu il n'y a pas très longtemps son entreprise à une grande boîte américaine. Mais je pense qu'il faut aussi accepter au bout d'un certain temps d'avoir ses limites, c'est-à-dire que avoir les mêmes limites que les Américains pour le coup. Il faudra beaucoup d'argent, il faudra beaucoup de temps, et aussi il faudra que la puissance publique sache où elle s'arrête et ce qu'elle choisit. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, je sais que Cédric n'était pas exactement aux commandes, mais il n'était pas très loin à ce moment-là. Sur l'intelligence artificielle, il y a eu un rapport important qui a fait date sur quelqu'un qui n'avait pas en fait le prix Turing, qui est celui de l'informatique, mais qui avait une médaille Fields, qui est Cédric Villani. Le rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, monsieur extrêmement compétent, avec en plus, vous savez, des aspirations politiques, c'était une liste à la Prévert. C'est-à-dire qu'on a vu le truc qui faisait qu'enfler avec le truc que finalement... Et à chaque fois que j'ai vu la politique aussi commencer à développer une politique industrielle, l'élu local demandait à avoir son truc. Celui qui était dans... je sais pas, on disait c'était l'environnement, celui qui disait la santé, mais comment est-ce que vous pouvez pas mettre la santé au même niveau que... Et à la fin, on se retrouve avec un truc dans lequel qui troupe embrasse mal les trains, et qu'au moment, quand on est en retard, qu'on a moins de moyens, il faut choisir. Et ça, je pense que c'est aussi un des vrais gros sujets et difficultés du moment. Qu'est-ce qu'on va choisir ? C'était exactement le dernier point que je voulais évoquer, celui du financement. Vous avez, monsieur le ministre, participé au lancement de ce label, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Choose France, Choisir France. Et justement, l'idée derrière, c'était aussi d'attirer les investissements directs à l'étranger, donc en France. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut envisager justement un tel projet à l'échelle européenne pour justement attirer les fonds nécessaires au lancement de très belles entreprises comme celle que vous avez évoquée, monsieur? Alors, je vais être hyper direct sur cette question. Oui, mais ça nécessite qu'on abandonne une part de notre souveraineté. C'est-à-dire, si vous prenez aujourd'hui le pays dans lequel les entreprises étrangères investissent le plus en Europe, c'est la France. Pour la première fois, la France est le premier pays destination d'investissement étranger depuis 3 ans ou 4 ans. Il y a un classement qui est publié dans un excellent journal économique assez régulièrement. Donc ça, c'est une étude internationale qui montre qu'en France, en Europe, le pays où les investisseurs étrangers viennent le plus, c'est la France depuis 4 ans. Elle n'avait jamais été sur la première marche du podium de l'histoire de ce classement. Et la seule fois où elle avait été deuxième, c'était 10 ans avant. Pourquoi les entreprises étrangères viennent investir en France sur ces 4 dernières années? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles y trouvent des talents extraordinaires. Le numérique, c'est le premier secteur dans lequel elles investissent. La technologie, c'est le premier secteur. Et ensuite parce qu'on est dans une compétition mondiale pour l'investissement. Le gouvernement a baissé la fiscalité, il a fait la réforme du marché du travail, et sans ces 2 trucs-là, ça ne serait jamais arrivé. On peut être contre, on peut être pour, on peut considérer... Je ne fais pas la pub du gouvernement, mais
Si vous demandez aux entreprises pourquoi vous avez fait ça, vous avez supprimé l'impôt sur la fortune, vous avez fait le prélèvement forfaitaire unique et vous avez fait la réforme du marché du travail et vous ferez la réforme des retraites. On investit de l'argent chez vous, on crée de l'emploi chez vous. Sinon, comme de toute façon on est dans un monde où les gens ils choisissent là où ça rapporte le plus, ils ne seraient pas venus. Bref. La manière d'aller à l'étape d'après, c'est de faire une unification de la fiscalité européenne. Ça veut dire que l'Europe dit, moi, vous venez investir en Europe, j'ai un seul taux d'impôt, flat tax a priori, donc 30%, mais pour faire une unification de la fiscalité et du marché européen, c'est assez simple. Il faut qu'on dise, dorénavant, tout ça est décidé à Bruxelles. Et donc, on vote pour on vote tous, mais la politique est unifiée au niveau bruxellois. Si on veut aller à ce niveau-là, à cette attractivité, faire que l'Europe soit plus attractive que les États-Unis, alors il faut aller dans un approfondissement résolu du single market, du marché unique, pour lequel, je dis à titre personnel, je suis totalement favorable, mais qui nécessite quand même de se dire que dorénavant, une bonne partie de notre souveraineté est décidée au niveau européen. Et c'est-à-dire que si les Européens décident que différemment des Français, ça s'applique quand même en France. Madame Javary, pour... Moi, il y a un point dont on n'a pas parlé et qui est lié quand même à ce qui se passe sur notre continent, c'est que quand même il y a une guerre aux portes de l'Europe. Je pense qu'on a ça donne lieu à une prise de conscience chez tout un chacun et des hommes politiques, etc., que la politique de défense est aussi au cœur de la souveraineté. On l'a pas tellement évoqué sur l'écosystème américain, mais il y a aussi une connivence entre les dépenses de défense, les grands groupes de défense aux États-Unis, les financements qui vont et qui financent aussi le système de l'innovation. Il y a un autre exemple qui est souvent cité, et c'était d'ailleurs le thème de Startup Nation, qui est l'État d'Israël, où là cette connivence est pratiquement parfaite. Et donc on est maintenant dans un environnement dans lequel l'Europe est en train de prendre conscience qu'il faut une politique de défense et qui devra aussi incorporer cet aspect financement de l'innovation, parce que la défense de demain, elle reposera aussi sur l'intégration des technologies du numérique. Le deuxième point que je voudrais faire, et là je rejoins tout à fait Cédric, je pense qu'il faut être très courageux. Moi, je milite, par exemple, il faut savoir qu'on milite pour une union des marchés de capitaux, mais on a encore 27 régulateurs des marchés boursiers dans chacun des pays. Donc, on a créé l'ESMA, mais donnons à l'ESMA le statut comme on donne la SEC. Il y a une seule autorité, comme on a osé le faire en fait avec la BCE et avec le simple mécanisme de régulation de toutes les banques européennes quand on a eu la crise financière de 2009. Eh bien, donnons à l'ESMA tous les pouvoirs pour réguler les fonds d'investissement, pour réguler les introductions en bourse, pour approuver les prospectus, et donnons à ce moment-là au monde le fait qu'on a une véritable volonté de faire un seul marché unique sur les capitaux, sur les levées de fonds, et arrêtons toutes ces barrières, parce que peut-être que quand Blablacar s'introduira en bourse, vous et moi, on pourra acheter des actions Blablacar, mais si l'équivalent de Blablacar s'introduit en bourse en Pologne, je vous fiche, ça va être très compliqué pour vous d'aller acheter des actions de cette société polonaise. Donc, il faut absolument que ce soit la même chose qu'aux États-Unis. Si quelqu'un est à New York et veut investir dans une société californienne ou une société du Nevada, il le fait très facilement. Il appelle son broker et ça lui coûte pas plus cher qu'une action new-yorkaise. Donc ça, je milite beaucoup pour ça, et même, au niveau BNP Paribas, nous on pousse énormément pour ces sujets d'intégration d'un seul marché unique sur les capitaux. Merci beaucoup. On va passer au moment de questions-réponses avec notre public. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour ces échanges, vraiment passionnants. Je m'appelle Antoine Davio, je suis en Master 2 à l'ESCP en Finance et en Data Science. Il y a une question qui recoupe beaucoup des points que vous avez évoqués aujourd'hui. Sur le financement de l'innovation, parce que j'ai l'impression que quand on parle de financer l'innovation et de nos startups industrielles et technologiques en France, on met en valeur en général que deux types de retombées pour nos nations, retombées économiques, à savoir soit la création d'emplois, soit la génération de nouvelles usines sur notre territoire, et ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté industrielle. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des rapports qu'on peut trouver dans le ministère ou à l'IGF par exemple.
alors que le nerf de la guerre pourrait ou devait être, selon moi, justement, l'acquisition par la puissance publique d'une part de la propriété intellectuelle de ces entreprises que l'on a grandement contribué à financer, que ce soit des premières minutes de leur R&D jusqu'à les rendre scalable. Donc ce serait un effet de levier qui serait gigantesque pour remettre la France et l'Europe au cœur de l'échiquier tech mondial et empêcher justement la fuite de ces business à l'étranger et donc la perte de notre souveraineté. Donc ma question c'est quelle est votre vision et votre définition de ce qu'est la souveraineté industrielle et technologique française et européenne et que faire réglementairement pour que ces technologies nous profitent en priorité puisque nous sommes ceux qui les ont financées. Alors, je vais donner mon point de vue, qui est que pour faire... Enfin, en fait, la difficulté de la souveraineté technologique européenne, c'est qu'elle ne peut pas s'appuyer sur une logique protectionniste. Pour une raison assez simple. Aujourd'hui, grosso modo, pour gagner la bataille de l'innovation, il faut gagner la bataille du financement. Pour gagner la bataille du financement, il faut attirer les investissements étrangers. Pour attirer les investissements étrangers, il faut avoir la main très légère sur les questions protectionnistes. Parce que si vous dites, j'en sais rien, votre exemple de dire l'État, dès lors que la BPI investit, prend une part de la propriété intellectuelle. Vous n'avez jamais un investisseur américain qui vient. Vous n'avez pas d'investisseur américain qui vient, vous n'avez pas d'entreprise qui grossit. C'est assez simple. Aujourd'hui, quand vous faites un tour de plus de 100 millions d'euros, il n'y a pas d'acteurs européens. Il y a Euraseo et EQT. Il y a 40 fonds de plus d'1 milliard d'euros aux États-Unis, il y en a 2 en Europe. Et donc, tout le sujet, c'est que c'est impossible de créer un écosystème beaucoup plus puissant si on n'attire pas les investisseurs étrangers. Et donc, la difficulté de créer une souveraineté européenne, c'est qu'il faut partir du principe qu'on part en retard. Et donc, en fait, on doit se battre pour attirer les capitaux étrangers. Mais qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis pour créer la Silicon Valley? Qu'est-ce qu'a fait Israël pour créer aujourd'hui un des écosystèmes qui est probablement le deuxième dans le monde en matière d'investissement étranger, de technologie? Ils ont attiré les capitaux étrangers, ils ont attiré les talents étrangers. Moi, je pense que le meilleur exemple de réussite entre souveraineté et attractivité, c'est Israël. Israël, vous n'apprenez pas à Israël ce que c'est que la souveraineté. 90% des fonds qui sont investis dans les startups israéliennes sont des fonds qui ne sont pas israéliens. Et donc, il faut faire attention sur un certain nombre de choses qui sont des technologies critiques, un certain nombre d'investissements orientaux, etc., etc. Mais le premier truc à faire, c'est de réussir à faire émerger un Google, un Amazon ou un Facebook en Europe. Ça ne fait peut-être pas rêver, mais c'est quand même la bataille dans laquelle on est. Et pour faire ça, vous ne pouvez pas le faire si vous n'attirez pas les investissements étrangers. Donc il faut faire en sorte qu'on soit plus attractif, qu'on soit meilleur. Et par ailleurs, Google, Facebook, Meta, ils ont levé de l'argent auprès d'investisseurs chinois, ils ont levé l'argent auprès d'investisseurs singapouriens. Une bonne partie de l'argent qu'ils ont levé vient de placements européens à travers les investissements dans le Nasdaq, etc., etc. Donc, en fait, tout le sujet qui est de dire si j'interdis un certain nombre de choses, si je bloque l'arrivée d'investisseurs étrangers, je serai plus souverain. C'est juste ce qu'on a fait pendant 30 ans et avec une réussite qui est celle qu'on a réussi à avoir, c'est-à-dire qu'on était nulle part en matière de technologie. Sur la souveraineté des capitaux, juste pour compléter, je pense qu'il y a... d'abord, on peut créer quand même des régulations qui favorisent le fait que nos institutionnels qui gèrent notre épargne allouent plus dans ces entreprises. Et on sait qu'il y a des régulations européennes qui devraient être amendées. Il y a une règle qui s'appelle, c'est assez technique, mais Solvency II sur les compagnies d'assurance, qui est extrêmement défavorable en fait, au fait qu'elles investissent en equity. Et ensuite, il faut développer de manière assez large en fait, une culture de l'investissement
Donc ça démarre dans les écoles, ça démarre avec les banquiers, etc. Les fonds de pension, c'est quand même un des éléments clés. Donc on n'a pas voulu du tout en parler dans la réforme des retraites, mais le fait qu'on puisse avoir d'une certaine façon une épargne longue, alors elle se trouve dans les assurances vie en France, et elle se trouve, mais ça, il va falloir donc la souveraineté, c'est ça, c'est de flécher beaucoup plus avec une culture d'investissement. Et alors, moi, je dis, on ne va pas commencer à dire à la veuve de Carpentras d'investir dans la start-up du coin, c'est beaucoup trop risqué. Mais en revanche, de favoriser le fait que les gens aient l'habitude d'investir un peu dans du L'Oréal au début, dans du Engie, et ensuite, donc ça, je pense que c'est aussi un des éléments pour favoriser cette souveraineté. Mais la question de la souveraineté, de la nationalité des entreprises et des projets, c'est aussi un vaste débat. Rapidement, parce que je ne sais pas si on va pouvoir répondre à 3, mais c'est une question passionnante. Déjà, en fait, c'est de pire en pire, la souveraineté. Et qu'après le Covid, l'histoire du Doliprane, il n'y a encore pas longtemps, donc il faut quand même voir où, la guerre aux portes de l'Europe, on n'a jamais été autant dans l'OTAN, donc ce sujet de souveraineté, il y a bien plus compétent que moi dans la salle, mais à mon avis, est un sujet qui est revenu par le numérique, mais qui aujourd'hui débarque tellement le numérique que ça va être compliqué de répondre à votre question. En revanche, ce que je voudrais vous dire ici, parce qu'on est des consommateurs, on est des utilisateurs, c'est que la souveraineté suppose aussi qu'on ait de moins bons services pendant un moment. Et c'est ce qui s'est passé en Chine. C'est qu'en Chine, quand la Chine a décidé de ne plus faire ces petites affaires qui sont devenues des affaires florissantes, comme on le sait tous, il y a un moment, ils ont dit on arrête d'utiliser en fait l'état de l'art. Et qu'il faudra aussi accepter collectivement, individuellement, de voir des services qui sont des services moins bons pendant un moment. Si on revient sur la richesse des nations, on ne peut pas être ici libéraux, chanter l'international à l'autre bout du spectre et se dire tout d'un coup, non, en fait, ça ne m'arrange plus, ça ne marche pas ce truc-là. Ou alors, il faudra qu'on décide d'avoir des services qui ne sont pas exactement les mêmes, parce que je ne sais pas si on est enregistré, donc je ne suis pas sûr qu'OVH soit aussi bien qu'AWS, je ne suis pas sûr que, excusez-moi, comment s'appelle ce système que j'aime beaucoup, Framasoft, pour faire les surveys, pour utiliser toute la suite logicielle open source, ainsi de suite, c'est pas tout à fait Google Survey ou Google Doc, ainsi de suite. Voilà. Donc qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Fabrice Wellenreiter, j'ai juste 2 questions rapides et une petite réflexion, je vais essayer de la faire vite. Première question sur le numérique. Je connais une application qui vise un public très large, 13 millions de personnes, les personnes éloignées du numérique, a priori en France. Pour l'instant, la dotation, elle est de 50 KE. 50 KE, 13 millions. Alors j'ai demandé des explications à mon ancien manager. Il m'a dit on fera un point d'étape. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là, de ce côté-là? Bon, premier point. Deuxième question. Alors, là, la question, c'est pour les étudiants. Qu'est-ce que vous envisagez en direction de l'Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas des partenariats à construire? Niamey, Lagos, Tunis, Alger, voire Darla. Voilà. Dernière réflexion. Monsieur O, souveraineté, d'accord. Moi, je pose la question de l'intangibilité des frontières. Au regard du modèle tchécoslovaque, début des années 90, le divorce de velours, avec toujours un point d'étape. Ils continuent à échanger, les Slovaques et les Tchèques. Merci. Excuse-moi, j'ai pas compris la première et la dernière. En fait, sur les 50 000 euros, les 13 millions. Il y a une application, Ligne Bleue, qui est lancée. La dotation initiale est de 50 KE en intrapreneuriat. Donc c'est un grand groupe. C'est le 2e employeur de France. Je ne peux pas le citer, je n'ai pas le droit. Je vous laisserai chercher. Il fait des compteurs. Et le public visé, c'est 13 millions de personnes éloignées du numérique.
Alors, tous âges confondus, hein, les jeunes, des moins jeunes. Et la question, c'est pourquoi cet écart, quoi, par rapport au public, le niveau d'engagement financier au regard du public visé. D'accord. Mais il ne marche pas encore, le service, où il marche? Il existe ou il n'existe pas, en fait? C'est ça que je ne réussis pas à comprendre. C'est un truc à développer ou c'est un truc qui est déjà développé? Je n'en sais rien, hein. J'ai Ah pas bon, trop suivi. Bon, c'est pour ça que je pose la question. Parce qu'en fait, moi je trouve que ça me permet de dire encore des choses positives. Excusez-moi, pour le coup, je n'ai pas de critique, mais je trouve que c'est quand même une des merveilles du numérique de pouvoir atteindre très rapidement un très grand nombre d'utilisateurs. Pas forcément pour beaucoup d'argent c'est pas forcément comme ça qu'on construit une usine de microprocesseurs, on est d'accord, c'est pas forcément comme ça que vous financez Google, mais qu'on peut créer des choses et toucher plein d'utilisateurs sans avoir besoin d'énormément d'argent. Donc, la question, c'était pas forcément l'argent, mais indirectement, c'est l'engagement sur la formation, parce que j'imagine qu'il faut accompagner ce public. C'est pour ça que le 50 me paraît... Et par ailleurs, aussi, vous avez raison de rappeler en fait cette fameuse fracture numérique qu'on a un peu tendance à oublier parce que c'est vrai qu'on est tellement dedans maintenant qu'elle existe de moins en moins, mais c'est une erreur de penser qu'elle n'existe plus parce qu'on a évolué. Mais je ne sais pas si vous serez d'accord, et personne n'a posé de questions à ce sujet à Cédric, ou on n'en a pas parlé, mais il y a plein de trucs qui fonctionnent super bien dans les services publics connectés. Je trouve que France Connect, les impôts, il y a eu il y a une numérisation qui s'est faite vraiment de façon assez naturelle et dans laquelle, donc je suis désolé de ne pas tout à fait vous répondre, mais je trouve qu'il y a des choses assez formidables qui ont été faites pour le coup et qui ont, on voit hein, avec les poubelles qui brûlent qu'il y a plein de choses qui ne vont pas en fait aux Français aujourd'hui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est sûr, le sujet de la mensualité par exemple, est-ce qu'on est sûr qu'on a répondu à la fracture numérique? C'est ça aussi la question sous-jacente. Je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas les zones grises par rapport à la fibre. Enfin, il y a encore évidemment que c'est pas parfait et que il y a que moi, ce dont je peux témoigner en tout cas, monsieur, c'est que à chaque fois que j'ai rencontré des femmes et des hommes politiques, c'était des sujets qui restaient en fait des sujets de préoccupation et des sujets d'investissement. Et je pense qu'il y a des fonds européens pour le faire. Il y en a et j'espère qu'on restera encore mobilisé sur ce sujet qui, en plus, doit être relativement différent à l'échelle de l'Europe. Alors, si vous avez compris les autres questions. Non, mais sur l'Afrique, c'est clairement c'est un très grand marché. Alors après, je pense qu'il y a quand même, comme vous le savez, enfin au niveau des différents pays d'Afrique, enfin, il y a des réglementations qui sont à chaque fois spécifiques. Il y a des sujets, je pense que le sujet de l'éducation est certainement un sujet dans lequel on peut, grâce au numérique d'ailleurs, faire prospérer l'éducation française. Et je donnerai un exemple. On a à HEC un professeur de finance qui s'appelle Pascal Quiri. Il a développé en fait tout un système en fait d'enseignement de la finance via en fait une plateforme numérique. Il m'a raconté que quand il est arrivé au Sénégal, parce qu'il était invité par en fait une partie de ses étudiants sénégalais, il était un héros. Il est passé à la télé, ils sont venus l'accueillir à l'aéroport. Et donc je pense qu'effectivement, en termes on a au niveau de l'Europe cette capacité d'attirer les talents, soit en rayonnant par le numérique, par l'éducation, soit justement en faisant venir des talents africains. Et après, effectivement, on sait qu'il y a certains pays qui se sont énormément développés sur des innovations numériques, et notamment grâce aux portables. Enfin, et dommage que Pierre soit parti, mais chez Orange, ils ont développé énormément d'applications numériques. Donc pour nous, c'est un terrain, là où je vous rejoins, et vous avez tout à fait raison, c'est un terrain effectivement dans lequel l'Europe peut développer beaucoup de choses, tout en sachant les freins qu'on connaît sur à la fois le fait que l'Afrique, elle est très loin d'avoir été unie. Après, ce que vous décrivez sur Tchéquie et Slovaquie, je pense qu'après, on peut, ce sont des pays qui effectivement continuent à
à travailler ensemble, et ils sont un modèle aussi parce qu'ils continuent à être très fondamentalement pro-européens, et donc tout ce qu'on peut faire pour favoriser le fait que les nouveaux entrants dans l'Europe continuent à y contribuer, et puis qu'on devienne aussi attractif pour de nouveaux pays qui rejoignent l'Union européenne, ça c'est évidemment bénéfique, et je pense que l'Europe peut être fière de voir qu'il y a toujours des candidats aux portes de l'Europe qui aimeraient beaucoup nous rejoindre, qui aimeraient rejoindre la zone euro, et qui sont très contents d'y être, effectivement. Voilà, désolé, on va être obligé de restreindre cette séance de questions, étant donné qu'on a un peu dépassé l'heure. Un petit mot de remerciement. Cher public, notre conférence touche à sa fin. Merci à tous pour votre venue ce soir. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la dernière table ronde de notre semaine de l'Europe, donc qui sera consacrée à l'avenir de l'Europe à l'horizon 2050. Et nous remercions encore une fois les invités de ce soir, ainsi que nos partenaires qui ont permis l'organisation de la semaine de l'Europe, donc le cabinet de conseil en stratégie Un Défi, l'Observatoire NetExplo, le Rosé de Provence Roseblood et le groupe Les Échos, le Parisien. Excellente soirée à tous.